Vous êtes leader ou futur leader, bienvenue à ce cours. La gestion de l'entreprise. Vous ambitionnez peut-être de l'être, vous êtes toujours au bon endroit. En tant que dirigeant et futur dirigeant d'entreprise, vous êtes confronté et serez confronté à des défis uniques. En tant que leader et futur leader, vos décisions façonnent et vont façonner l'avenir de vos organisations, de vos clients, bref, de votre environnement. En tant que dirigeant et futur dirigeant d'entreprise, vos décisions façonnent et façonneront l'avenir de votre environnement, c'est-à-dire de vos clients, de vos fournisseurs, de vos partenaires, etc. Dans ce programme, nous allons aborder des concepts essentiels, le but étant de vous aider à concevoir et à exécuter des stratégies gagnantes dans un environnement complexe. Imaginez que vous devez choisir, concevoir, décider ou innover pour garantir la croissance de votre entreprise sur les 5 prochaines années. Que ferez-vous? Quel serait votre plan d'action? La clé de votre succès en tant que leader et futur leader ou en tant que dirigeant et futur dirigeant repose sur votre capacité à évoluer et vous adapter à un environnement extrêmement dynamique. Comment devez-vous vous adapter pour maintenir une performance durable? Mesdames et messieurs, vous êtes ici pour transformer la manière dont vous dirigez vos entreprises. Vous êtes ici pour accéder aux portes du leadership dans le souhait de faire évoluer votre carrière. Pour cela, vous devez être en mesure d'être ouvert à de nouvelles idées, d'adopter une mentalité de croissance pour vous et vos équipes. Car on ne connaît que parce qu'on apprend. On va passer au deuxième aspect. Cet environnement peut être économique. On va prendre comme exemple l'augmentation des investissements après une période de récession. L'économie reprend, ce qui entraîne une augmentation des investissements dans les infrastructures publiques. On va prendre comme deuxième exemple une entreprise de production alimentaire, par exemple, qui fait face à des coûts accrus de matières premières en raison de l'inflation. Nous sommes ici au niveau de l'environnement économique. On peut prendre également comme exemple un taux de chômage élevé. Un taux de chômage élevé fait que les gens qui offrent leurs compétences sont excédents par rapport aux entreprises qui offrent du travail. Et ceci amène les recruteurs naturellement à recruter à un prix plus bas que d'habitude. Ceci entraîne une diminution des salaires. Et les entreprises parfois préfèrent s'installer dans un tel environnement où ils vont avoir des travailleurs qualifiés à bas coût ou à bas prix. Comme un dernier exemple ici, on va prendre la concurrence. Lorsque un nouveau concurrent entre sur le marché, ceci influence. Nous avons là les effets positifs de la culture d'entreprise. On a premièrement l'amélioration de la motivation et de l'engagement des employés, comme je vous ai déjà expliqué. L'engagement d'un employé ici fait référence à son niveau d'implication, à son enthousiasme et à son dévouement.
envers son travail. Et il doit être dévoué ainsi envers son travail, envers son équipe et envers son entreprise. L'augmentation de la productivité. La productivité ici, il faut entendre ici par productivité le rapport entre ce que l'on produit et les ressources que l'on utilise pour les produire. Ce que l'on produit peut être les biens et les services, et les ressources que l'on utilise pour les produire peut être le travail des employés, le capital, c'est-à-dire l'argent utilisé, par exemple également les matières premières, c'est-à-dire les matières premières utilisées. Le rapport entre ces deux-là, c'est ça qui donne la productivité. Si vous avez un très bon résultat en utilisant peu de ressources, ça veut dire que votre productivité est élevée. Les effets positifs de la culture d'entreprise, c'est l'augmentation de la productivité de l'entreprise. Un autre effet positif est les mouvements qui animent une organisation. Et c'est le moteur de l'entreprise. En ce sens que c'est cette dynamique qui pousse l'entreprise à évoluer, à se transformer et à atteindre ses objectifs. Nous allons donc continuer notre cours. Nous avons ici un tableau sur l'approche de gestion des ressources humaines. Ici, nous avons les aspects, l'organisation, la gestion du personnel. Ici, l'objectif principal pour l'organisation, c'est structurer les rôles, les processus et la culture. La gestion du personnel doit gérer les individus, leurs compétences et leurs motivations. L'aspect d'influence sur les comportements. Pour l'organisation, l'influence collective à travers la structure, les normes et la culture. Pour la gestion du personnel, influence individuelle via la formation, le développement et la reconnaissance. L'approche basée sur les ressources humaines doit appliquer ça, ceci. C'est le manager des ressources humaines et ses responsables d'équipe et ses lieutenants qui va se charger de l'application de ça, de ceci. On va dire explorer en profondeur les pensées, les opinions de la personne qui est en face sur un sujet bien donné. Vous avez en face de vous un intervieweur, son but est de pouvoir mieux explorer votre pensée et votre opinion sur un sujet bien donné. Et généralement, la collecte de données ici est qualitative. Elle n'est pas quantitative, elle est qualitative. On vient donc d'expliquer ça et ça. Maintenant, nous sommes ici. Observation du comportement. L'observation directe du comportement des employés ou des étudiants permet de détecter les signes de motivation. Nous parlons ici d'observation du comportement. Vous pouvez donc voir que la méthode également ne peut pas être quantitative, elle est naturellement qualitative. Le but ici est d'observer l'être humain afin de voir quelle est la différence entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Le but ici, c'est l'observation du comportement de l'individu pour recueillir les données sur ce que l'individu fait par rapport à ce qu'il dit. Les étapes de la planification du projet. Il y a premièrement la définition des objectifs du projet. La définition des objectifs du projet, ici, ça veut dire formuler de façon claire et de façon mesurable les objectifs du projet. Et s'assurer que les objectifs du projet sont en lien avec les attentes des parties prenantes du projet.
Parce que si les objectifs du projet ne sont pas en lien avec les attentes des parties prenantes du projet, là, on se dirige vers un chaos concernant la réalisation du projet. La deuxième étape, c'est la définition de la portée du projet. La définition de la portée du projet ici, c'est la délimitation du périmètre du projet. Qu'est-ce que le projet inclut? Qu'est-ce que le projet exclut? Comme nous avons vu plus haut. Le troisième objectif, c'est l'identification des tâches ou VBS, qui veut dire Work Breakdown Structure. Ça veut dire décomposer le projet en tâches. Naturellement, les tâches doivent être bien définies et hiérarchisées pour éviter les malentendus. La quatrième étape, c'est établir le calendrier du projet. Établir le calendrier du projet ici consiste à planifier les tâches de manière logique et chronologique. Il consiste également à déterminer les dépendances entre les tâches. Bon, il faut planifier les tâches de manière logique et chronologique. Et il faut déjà voir les dépendances entre les tâches. Parce qu'il y a des projets où les tâches sont dépendantes, c'est-à-dire pour qu'on commence avec la tâche 2, il faut que la tâche 1 soit terminée. Or, il y a des projets où, pendant qu'une équipe travaille sur la tâche 1, une équipe est en train de travailler simultanément sur la tâche 2, une autre équipe sur la tâche 3. Or, pour les projets où, avant de commencer avec la tâche 2, il faut finir avec la tâche 1, parce que la tâche 2 ne peut être commencée que si la tâche 1 est totalement terminée.